Je voudrais juste qu'on démarre, Philippine, justement, avec l'absence d'Alexandre Jardin, pour une excellente raison quand même. C'est pas anodin de se présenter à la présidentielle. Je me souviens très bien d'Alexandre disant dans une émission télé il y a quelques mois, si je me présente ou si quelqu'un de mon équipe se présente à la présidentielle, ça signera l'échec de la politique française. Ça nous dit quand même quelque chose de la société, cette candidature. Oui, c'est peut-être un... Bonjour à tous, pardon. C'est peut-être un peu tôt pour lire vraiment cette candidature et surtout la manière dont elle est reçue. C'est ça qui sera intéressant. Mais à l'initiative, en amont de cette candidature, il y a l'illustration d'un phénomène un peu paradoxal dans notre pays en ce moment, qui signe à la fois la grande désaffection, la grande désillusion, en particulier à l'égard des partis politiques traditionnels, et en même temps un désir croissant dans beaucoup de sphères de la société de réinvestissement de la chose publique dans le sens noble à travers de très nombreuses initiatives citoyennes. Alors je ne suis pas un drôle de zèbre comme Alexandre Jardin et donc je prétends pas du tout le remplacer ce matin. Je suis simplement frappée de voir à quel point ça illustre, et je ne parle pas là de sa candidature personnelle, hein, mais de tout le mouvement qu'il y a autour. Il y en a d'autres. Je pense au fait qu'aux prochaines législatives, il y a 577 personnes issues de la société civile n'appartenant à aucun parti politique qui désirent se présenter. Peut-être une forme de réinvestissement du politique après l'échec de la politique au sens du débat, parfois très violent, et du système des partis institués. Du reste, si on regarde les jeunes, c'est assez intéressant parce que, hélas, les jeunes sont très abstentionnistes, participent peu aux grandes élections, et en même temps ont une conscience très vive des enjeux collectifs et un désir d'être acteurs dans la construction de la société. Plus d'un jeune sur deux fait du bénévolat aujourd'hui dans notre pays. Il y a donc une très grande générosité et du bénévolat avec ce désir de servir le bien commun, alors soit autour de chez soi par des initiatives locales, soit par des actions humanitaires. Et puis un autre signe de ça, peut-être, puisqu'il peut y avoir quelques élus locaux ici, c'est de souligner ce phénomène qui ne se dément pas au fil des années. Les Français n'aiment pas beaucoup leur personnel politique, mais ça fait aussi partie de notre culture nationale. Nous aimons bien détester, ou en tout cas brocarder nos politiques. Nous avons du mal à leur faire confiance, quelle que soit leur étiquette, sauf le maire. Le maire qui recueille tous les suffrages parce que on est dans une forme d'engagement visible qui est d'abord un service à la collectivité. Et donc c'est un mouvement qui ne se dément pas aujourd'hui. Les initiatives citoyennes, ou appelées comme telles, fleurissent. Et donc cette nouvelle candidature, on verra ce qu'il en sera par la suite, ce sera intéressant à observer, et surtout dans une campagne qui, hélas, s'annonce, elle, probablement très violente. Mais c'est très vrai, ça. Il y a une véritable, enfin, je pense que vous le vivez, chacun où vous êtes, une véritable dichotomie entre la politique des élites, comme on dit, et la politique de terrain, où quand on les voit, enfin, moi j'en fréquente de près, des élus, ils sont d'abord passionnés par ce qu'ils font, c'est dur, c'est très dur la politique de terrain, tous les conseillers qui sont engagés sur des problèmes précis, etc. Et eux, quand on les interroge, se sentent pas très en lien avec la politique telle qu'elle est présentée encore dans j'allais dire, son ancienne mouture, parce qu'on sent qu'il y a des choses qui sont en train de bouger. Et ça, on ne le vérifie pas que nous, journalistes. Je pense que tout le monde peut le vérifier aujourd'hui chez soi. C'est probablement aussi parce qu'il y a une visibilité plus grande de l'action de service. C'est-à-dire qu'on sait que le maire, c'est celui qu'on va aller chercher le dimanche après-midi alors qu'il est tranquillement chez lui parce que le panneau de basket du terrain de sport s'est cassé la figure et qu'il faut faire quelque chose, ou parce qu'on annonce de la neige pour demain et qu'on ne sait pas très bien qu'est-ce qui a été prévu pour déneiger les routes. Donc ce service de la collectivité, il est plus immédiatement visible que dans les infrastructures nationales qui sont par structure plus lointaines. Oui, puis il y a même sur des sujets, on vient les chercher, par exemple, des gens qui n'ont pas d'emploi viennent voir leur maire et qui prend ça à bras-le-corps, et ça dépasse un petit peu la mission première finalement du maire et de ses élus. Hein. C'est un service total. Ça illustre en tout cas le titre de notre matinée, construire une société où chacun est une chance pour l'autre à l'échelle locale. C'est une évidence et la nécessité, en tout cas, en est plus évidente que dans les grands discours, encore une fois, de superstructure. Non pas qu'il faille les dévaluer, parce qu'ils ont aussi leur nécessité, elle est simplement probablement moins perceptible. Alors, je voudrais qu'on zoome sur les jeunes, parce que là, on est passé un peu rapidement. Je pense que vous êtes au courant de cette
catégorisation sociologique des jeunes en lettres de fin d'alphabet. C'est-à-dire que Philippine et moi, on est des quadras, donc on est des X. Alors vous, dans la salle, vous êtes des... Non, nous, on est des X. Vous savez, c'est cette génération qui a vu son premier ordinateur vers 15, 16, 17 ans. Le premier téléphone portable, on a dû le voir, on avait déjà la vingtaine, bien, voilà. Et contrairement à la génération qui nous suit, la génération Y et puis celle qui à présent arrive sur le marché du travail, c'est-à-dire X, Y, Z, qui eux sont nés déjà, ils tweetaient déjà à l'intérieur du ventre de leur maman. Vous voyez ce que je veux dire? Eux, ils sont nés avec les réseaux sociaux, ils n'en ont pas du tout peur, ils sont nés avec la nouvelle technologie. Et de fait, ces jeunes sont assez différents. Ils n'ont pas les mêmes aspirations, Philippine. Ils ont pas la même manière de voir les choses. Ils font les choses différemment. Ça, on le voit un peu partout. On souligne souvent que cette société où les moyens de communication virtuels ont pris une très grande place risque de pousser à l'extrême la tendance individualiste vers laquelle nous nous dirigeons depuis déjà plusieurs décennies. Moi, je voudrais mettre un peu d'espérance là-dedans, justement, parce que je crois qu'il y a la possibilité d'y introduire le contraire. C'est-à-dire que la génération très individualiste, et on en parlera peut-être aussi, liée aussi à l'environnement économique des années 80, où au fond l'aboutissement ultime c'était de gagner beaucoup d'argent, et de préférence plus que le voisin, ce qui évidemment ne crée pas forcément une société très solidaire. Aujourd'hui, ces jeunes qui sont au fond seuls devant leur écran de téléphone portable, d'ordinateur ou de tout autre support, déploient une conscience de l'interaction entre les individus, de notre interaction à tous, dans beaucoup de secteurs. Notamment, par exemple, sur la préoccupation écologique, la conscience vive d'être co-responsable de ce que nous appelons et que le pape François appelle la maison commune, est infiniment plus profonde chez les jeunes générations, et ils voient tout de suite les impacts de la société de consommation et ne sont pas prêts à signer un chèque en blanc pour aller toujours dans cette même direction. Mais on voit aussi qu'ils utilisent ces réseaux de communication pour créer de la solidarité. Et ça, c'est très intéressant, parce que la grande peur, évidemment, c'est chacun seul devant son écran dans des relations qui deviennent de plus en plus virtuelles. Or, en fait, ces jeunes qui sont nés avec cet environnement-là, atomisé, mondialisé, puisqu'on parle avec la même facilité à quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui habite de l'autre côté de la planète, qu'avec son camarade de classe, parce qu'on a oublié de noter les devoirs. Je parle de notre expérience familiale personnelle. J'ai la même. Eh bien, ça crée un lien qui est véritable. Il est déroutant. Il lui manque quelque chose pour être abouti, mais néanmoins, il est véritable. Et on voit comment les jeunes utilisent de plus en plus ces réseaux et ces modes d'interaction pour justement créer de la solidarité là où il semble qu'il en manque. Et moi, je suis très fascinée de leur engagement et de leur engagement dans parfois des choses dont on imagine que les adultes ou les grandes personnes auraient dû les mettre en place depuis très longtemps. Je me souviens, il y a déjà, parce que c'est pas tout à fait nouveau, il y a déjà un peu plus d'une décennie, au début des années 2000, le ministère de l'Éducation nationale avait lancé une initiative qui s'appelait Envie d'agir et qui proposait à des jeunes autour de 15 à 20 ans de soumissionner, de proposer leur initiative en disant on en retiendra quelques-unes qu'on aidera à voir le jour. C'est très étonnant, il y a eu 10 000 initiatives proposées par des jeunes Français. Et bien sûr, dans ces initiatives, il y avait beaucoup d'initiatives humanitaires, parce que cette mondialisation permet aussi aux jeunes d'être beaucoup plus conscients de la difficulté de vivre dans un certain nombre d'endroits de la planète, et quelle que soit leur difficulté à eux, du caractère privilégié qu'on a quand même en France par rapport à beaucoup d'endroits dans le monde. Donc il y avait beaucoup d'initiatives humanitaires, mais il y avait aussi des initiatives absolument extraordinaire. Je pense à ce groupe de 5 jeunes filles dans la Nièvre qui avaient proposé de rendre visite aux personnes âgées pour s'assurer d'abord qu'elles allaient bien et ensuite pour proposer des tout petits travaux, des choses à porter, des choses à arranger dans leur maison, conscientes que ces personnes âgées isolées ne pouvaient pas le faire. Voilà une des initiatives. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on voit fleurir chez les jeunes générations dans tous les contextes. Je voudrais donner 2 exemples. Quand on passe aujourd'hui le concours d'entrée à Sciences Po,
eh bien, la chose principale du grand oral pour entrer, pour sélectionner les candidats, ça n'est plus de savoir si vous avez retenu par cœur les 268 dates impératives de la guerre de 14 et si vous savez précisément si la bataille de Guadalcanal était le 11 juin ou le 6 mai, parce qu'on la confond souvent avec celle de Midway. Enfin, oui, ça, voilà, moi je confonds tout le temps. Eh bien, c'est plus du tout là-dessus qu'on vous interroge. Ah bah tant mieux. En fait, on vous demande quel est votre engagement dans la société. Qu'est-ce que vous faites pour les autres? Qu'est-ce que vous avez qui va nous dire un peu la personnalité qui est la vôtre et votre désir d'être au service? Et là, je parle de Sciences Po. On peut citer aussi le lycée Jeanne d'Arc, qui est un lycée professionnel et technologique à Rennes, et qui insiste depuis des années sur l'engagement des étudiants, des lycéens, et qui voit fleurir des initiatives extraordinaires de mise au service de ces lycéens pour les autres qu'ils connaissent ou qu'ils ne connaissent pas. Alors c'est vrai que l'esprit a changé. Je pense à Tuc Duhalderville qui a fait l'ESSEC. Moi j'ai fait une école de commerce et pas du tout une école de journalisme. Mais je me souviens très bien, en école de commerce, il y a 20 ans, un petit peu plus pour Tuc Duhal, on nous disait, le Graal, c'était de rentrer dans une grosse boîte et de gagner beaucoup d'argent. C'était vraiment ce qu'il fallait faire. Et moi j'étais complètement décalée par rapport à ça. Vous avez raté tous les deux. Alors on s'est plantés tous les deux, mais quelque chose de grave. Non mais, et là ce qui est très intéressant, moi j'en vois beaucoup des jeunes qui sont encore en école de commerce. Alors déjà, c'est rentrer dans une grosse boîte, ils veulent surtout plus. Un étudiant sur 3 en école de commerce veut fonder sa propre boîte, en général une start-up. Donc l'esprit a complètement changé. Et puis surtout, ils viennent faire HEC, l'ESSEC ou je ne sais quelle école pour acquérir des méthodes qui vont ramener dans le monde du bénévolat, des méthodes professionnelles pour le monde du bénévolat, des ONG, ce que tu disais. Et ça aussi, c'est intéressant. Il y a un déplacement. On n'est plus du tout dans les années 80, les années fric, les années frimes. C'est plus du tout ça. Et ce déplacement-là, je le trouve assez plein d'espérance, justement, plein d'espérance. Plein d'espérance. Et alors, comme toujours, chaque médaille a deux faces. Dans les nouveaux modes de consommation qu'on voit émerger, il y a là encore cet ultra-individualisme. Au fond, pouvoir acheter une machine à laver la vaisselle sur Internet en 3 minutes avec son ordinateur, finalement, c'est une consommation encore plus effrénée que du temps où il fallait aller voir le seul vendeur d'électroménager à proximité, etc. Donc on est passé par la grande distribution, puis aujourd'hui la grande distribution, elle est dans notre salon, elle est chez nous. Donc on pourrait se dire que c'est là encore une espèce de pente sans fin. Pour autant, ce qu'on voit émerger aujourd'hui, qu'on appelle, et il y a des petites différences, mais l'économie du partage ou l'économie collaborative, c'est aussi un moyen de vivre ça autrement. Parce qu'on sait bien aujourd'hui qu'on change tous notre réfrigérateur alors qu'il pourrait encore vivre plusieurs années. On sait bien aujourd'hui qu'on a de plus en plus de mal à attendre. Et que si on a besoin de quelque chose ou si on a simplement le désir de quelque chose, eh bien, tous les outils d'aujourd'hui nous permettent de l'avoir tout de suite. Et donc, on n'est plus capable de comprendre si ce tout de suite n'arrive pas. Mais parallèlement à ça, le côté espérance de ce même phénomène, c'est de voir que dans l'esprit des jeunes qui utilisent un certain nombre de ces nouvelles propositions, il y a là un souci du collectif, un souci d'acheter plutôt quelque chose d'occasion sur un site internet que de l'acheter neuf, parce que ça ne sert pas forcément à grand-chose. Un souci de faire, par exemple, voyez comment se redéploie l'autostop. L'autostop qui avait disparu d'abord pour des raisons un peu évidentes parce que ça peut être un peu dangereux de monter dans la voiture d'un inconnu. Moi qui ai 2 grandes filles, je ne serais pas très rassurée. Mais aujourd'hui, il y a des sites internet qui vous permettent de faire du covoiturage et de dire moi j'ai pas d'argent, j'ai pas de voiture, les moyens de transport sont un peu trop chers pour moi, mais je suis prêt à donner une petite participation si je trouve quelqu'un qui va cet après-midi de Tressin à Dinan pour me ramener à la gare. C'est un appel, hein. je vous traduis. Ou plus généralement parce que je pars en vacances dans le sud de la France et je cherche une voiture et je pourrais payer une partie de l'essence. Ça nous dit aussi quelque chose du moyen de transformer ces outils qui servent d'abord à satisfaire des caprices à titre individuel en outils qui servent à développer notre manière de vivre
ensemble et de mutualiser un certain nombre de choses. Et moi, je suis très frappée de la sensibilité des jeunes générations à ces aspects-là et à ces usages-là. Je t'écoute parler, et d'un seul coup, donc nous, on a des enfants, c'est la génération Z. D'ailleurs, je ne sais pas où ils vont aller après Z, Z', je ne sais pas. Et je me souviens, ma fille, quand elle était petite, elle m'a posé 2 questions. Vous savez, ce genre de questions auxquelles vous dites, mon Dieu, qu'est-ce que je vais répondre? À la première, c'était, maman, c'est quoi une clé USB? Alors, une clé USB, puis juste après, elle m'a dit, c'est quoi l'espérance? Je crois que je t'ai mal expliqué la clé USB. Alors, on va reprendre. La clé USB, elle était sûre d'avoir compris. Et moi, j'ai été fascinée, j'y pense en t'entendant parler, de mettre ces 2 notions technologiques et éternelles de l'espérance ensemble. Et les enfants, mais ils sont incroyables. Je trouve qu'ils nous ramènent à l'essentiel. Et tu parlais du réfrigérateur qu'il faut changer. Merci Emmaüs. Moi, je me dédouane en disant, c'est pour Emmaüs, ils vont savoir quoi en faire, ils vont gagner de l'argent derrière, c'est super. Mais tu as raison. Ces générations sont dans cet esprit-là. Et ce que tu dis, tous ces sites internet qu'on voit fleurir, donc là, on parle de covoiturage, mais il y a tout un tas d'autres choses. Il y a même le dernier en date de site, c'est si vous avez des restes de repas, vous les avez pas finis, vous les mettez sur le site internet, ça s'appelle reste de repas, je sais pas quoi, et comme ça, vous pouvez, auprès de vos voisins, recycler vos restes de repas. Enfin, on est dans une autre... Mais on peut échanger la très bonne tarte aux pommes dont il reste un quart contre une ratatouille maison. Pour l'instant, en France, ça n'existe qu'en région Midi-Pyrénées, et j'ai peur que la ratatouille soit pas fraîche en arrivant en Bretagne. Mais après, plus profondément, évidemment, ça ne suffit pas. Mais je trouve intéressant que ces outils qui servent à satisfaire d'abord des caprices ou d'abord de l'immédiateté et de l'hyper-individualisme, l'usage qu'en font les jeunes est d'abord collectif. Et donc ça, c'est plein d'espérance. Peut-être que notre regard sur ces outils tient au fait justement que nous ne sommes pas nés avec et que donc nous les accueillons autrement que ceux qui sont nés dedans, si je puis dire. Alors évidemment, ça suffit pas. C'est Fabrice Adjadj qui rappelle, et le pape Benoît et le pape François le disent aussi souvent, que les jeunes cherchent pas seulement un sens à leur vie, ils cherchent comment donner leur vie. Et ça, c'est tout l'enjeu. C'est-à-dire, que sommes-nous collectivement capables de proposer comme idéal, comme but à des générations de jeunes qui, par nature, parce que c'est dans l'essence même, dans le cœur même de la jeunesse, désirent se donner. Et qu'est-ce que collectivement on propose? C'est une question spirituelle, bien sûr, mais c'est aussi une question de société, de projet commun. Si notre horizon, c'est effectivement changer plus vite de machine à laver, on ne peut pas donner sa vie pour ça. Et on le voit bien de manière... Alors, pardon, c'est un peu tragique, mais on le voit bien dans les interrogations qui ont émergé après les attentats. La première interrogation, c'était de dire, en fait, ce sont ces jeunes qui ont été absorbés, avalés par ce nihilisme absolu qui les a conduits à poser de tels actes. Ces jeunes-là, pourtant, ils ont grandi dans nos villages. Ils ont... je me souviens de la réaction d'un maire, justement, qui disait « Mais on ne comprend pas ce jeune-là, on le connaissait, il était très actif dans notre club de foot et on venait de refaire le terrain. » Mais peut-être qu'un terrain de foot, même pour un jeune qui aime beaucoup le foot, ça ne suffit pas pour donner sa vie. Et l'enjeu, c'est comment serons-nous à nouveau capables de proposer aux jeunes générations quelque chose qui mérite qu'on sorte de soi-même. Parce que ils manifestent, et ils envoient beaucoup de signaux pour ça, que l'horizon consumériste n'est pas une raison de donner sa vie. Et il y a là de vrais enjeux collectifs, et on le voit, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, dans leur engagement généreux, dans leur extraordinaire générosité, on voit ce désir-là. La question, c'est qu'est-ce qu'on propose d'encore plus grand qui mérite qu'on s'y donne. Alors c'est peut-être bien là que la vision chrétienne intervient, et parce que c'est une vision qui a du sens forcément, mais nous on baigne dedans, donc on le sait. Mais moi je suis toujours interpellée par le nombre de non-chrétiens, non-cathos qui sont au JMJ. Là aussi c'est source d'espérance, ou même à Tressin, quand on discute avec les membres des foyers, ils disent mais il n'y a vraiment pas que des cathos qui viennent, il y a des gens qui ne savent pas bien d'ailleurs ce qu'ils sont, mais qui viennent voir, enfin, qui cherchent ce sens-là. Et c'est à ce moment-là peut-être que la vision chrétienne intervient.
En tout cas, c'est un désir de transcendance, oui, de quelque chose de plus grand que nous. J'étais frappée aussi au lendemain des attentats de voir que dans tous les médias généralistes, sur toutes les grandes radios, les grandes chaînes de télévision, pendant 3 jours, on a invité essentiellement des responsables religieux, auquel d'ordinaire on fait le moins de place possible parce que c'est un sujet compliqué, potentiellement clivant, et puis qu'on n'a pas très envie qu'ils viennent nous raconter des trucs religieux parce que ce serait contraire à la laïcité. En fait, on s'aperçoit que cette laïcité qui nierait la dimension religieuse, qui en ferait la négation totale, elle a ses limites. Je ne devrais pas, parce qu'on est en direct à la fois sur Internet et à la radio, mais en août dernier, le président de la République, c'était quelques jours après l'assassinat du père Jacques Hamel en Normandie. Et le président de la République a souhaité inviter les responsables des médias chrétiens pour la première fois, et pour avoir un moment d'échange avec nous, et dire, mais au fond, quel est votre regard, qu'est-ce que vous proposez, etc. Et il n'y avait que des journalistes autour de la table, donc forcément, nous l'avons questionné en lui demandant, mais au fond, pourquoi nous faire venir aujourd'hui? Qu'est-ce qui motive votre intérêt pour les médias chrétiens? Et le président de la République a répondu, j'appartiens à cette génération qui a longtemps pensé que l'épanouissement individuel pouvait faire un projet collectif. Et je vois aujourd'hui, et notamment, on est donc dans le contexte des quelques jours après l'assassinat du père Hamel, et je vois aujourd'hui que ça ne suffit pas comme projet, mais en plus que ça ne suffit pas comme parole. Et il était très marqué par la résonance qu'avait la parole de Monseigneur Lebrun, l'archevêque de Rouen, en disant c'est inouï, il n'a fait aucune... il n'a rien dit de politique. Évidemment, on comprend bien la crainte du responsable politique de dire dans ce contexte, s'il y avait un appel à se défendre ou que sais-je, ça pourrait avoir des conséquences absolument désastreuses pour l'ensemble du pays. Mais il était très troublé en disant, mais au fond, il ne fait dans les médias que parler de l'Évangile, et tout le monde écoute. Et tout le monde écoute parce qu'il y a une cohérence. Et au fond, pour revenir à votre question, je crois que ce qui est très intéressant, vous savez, dans les milieux catholiques, depuis 40 ans pour moi, mais j'imagine aussi avant, il y a parmi les vieilles lunes, quelque chose qui revient très très régulièrement, c'est mon Dieu. Autrefois, il y avait quand même des grands intellectuels catholiques. Ouais, bah ouais. Si, Bernanos. Bah ouais. Voilà. Mais aujourd'hui, où sont-ils? Bah. Et en fait, aujourd'hui, ni la société ni les médias n'attendent véritablement des grands intellectuels. D'abord, il y en a, je vous rassure, pour ceux qui seraient inquiets. Je vais refaire la petite publicité, c'est un pari qu'on a fait entre nous. Donc, à la librairie du Foyer de Charité, vous trouverez toutes sortes d'ouvrages de très grands intellectuels catholiques. Mais ce dont nous avons besoin, et ce qui a de l'écho aujourd'hui, c'est la cohérence. C'est-à-dire ce sont des gens qui sont de simples témoins, qui ne sont pas là pour donner des leçons, mais qui disent pourquoi ils font les choses. Et lorsque le public, très au-delà des sphères chrétiennes, et puis c'est vrai pour des chrétiens, mais pas seulement, lorsqu'on témoigne d'une cohérence dans l'engagement de vie, eh bien on est audible. Voilà. Et aujourd'hui, sur KTO, par exemple, puisqu'on en est à faire de la publicité, il ne faudrait pas que j'oublie complètement de nous servir, mais sur KTO, on a à peu près un quart des gens qui nous regardent qui ne sont pas chrétiens. Et je reviens toujours à ça, parce que ça a marqué notre année, surtout évidemment pour toute la collectivité, mais comme journaliste, on était évidemment très présents aussi. Le 14 novembre, le lendemain des attentats, il y a... une audience de notre chaîne, Télévision catholique, qui est multipliée par 5. Ça va donc très au-delà de la sphère habituelle des gens qui nous connaissent et nous regardent d'ordinaire. Alors, même pour nous, c'est troublant de dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qui sont-ils? Quelle est cette audience? Que viennent-ils chercher? Je n'ai pas la réponse à ça. Ce que j'observe, c'est qu'ils viennent chercher en tout cas autre chose,
c'est-à-dire la proposition d'un autre regard, peut-être une aptitude aussi à laisser s'exprimer des gens sur des vraies difficultés, sur des vrais désaccords, avec une certaine bienveillance et le désir de réfléchir ensemble plutôt que de s'entrecouper toutes les 2 minutes ou par des invectives ou par des amuseurs publics, ce qui est le rythme, hélas, de l'infotainment, comme on dit, c'est-à-dire des médias d'aujourd'hui. Alors, ces pics d'audience, c'est vrai sur KTO aussi pour les voyages du pape. Évidemment. Pour tout ce que fait le pape. Hein. Ouais. Celui-ci est un produit de publicité absolument formidable. Non, mais c'est un très bon produit marketing. On est tous d'accord. Il est super. Mais au-delà de ça, bien sûr. Alors, oui, mais il y a quelque chose de profond là-dedans. C'est-à-dire que d'abord, précisément par sa pédagogie, il rend l'Église audible. C'est-à-dire qu'il intéresse en disant, mais au fond, il dit ce qu'il fait, il fait ce qu'il dit, il y croit, il le dit d'une manière qui est audible pour tous. Et donc, nous, ce qu'on observe, par exemple, avec beaucoup de joie dans le courrier des téléspectateurs ou dans leurs réactions sur Internet, c'est toute une génération française, parce que notre pays s'est sécularisé très très vite. 50 ans, c'est rien sur l'échelle du temps. Et une génération qu'on va appeler 68ards, pour faire court, de gens qui sont nés juste après la guerre, qui globalement qui a été élevé comme chrétien, mais qui globalement n'a plus de lien avec l'Église que pour mariage, baptême, enterrement, et pas de pratique personnelle, et puis qui a même, avec une certaine détermination, jeté ça aux orties en disant « nous, on appartient à un autre monde ». Et puis, bon, peut-être l'âge venant, mais en tout cas, avec le pape François, il y a un désir de réappropriation. Au fond, mais qu'est-ce que nous dit cet évangile, à la fois pour moi personnellement, qu'est-ce que ça me dit, puisque la société ne répond pas à mes questions? Où puis-je trouver des réponses à mes questions face au vieillissement des parents et à la dépendance, face aux difficultés de mes enfants, face à tout ce que Tugdual évoquait tout à l'heure. Mais aussi à titre collectif, parce que c'est le substrat de notre culture. Et si je veux réhabiter cette culture, il me faut au moins la comprendre. Or, ce qu'il y a d'extraordinaire dans l'approche du pape François, c'est qu'on voit bien, et c'est l'approche des chrétiens aujourd'hui, parce qu'au fond, c'est la grâce peut-être d'être minoritaire. C'est pas l'idée de dire on va vous imposer une manière de vivre catholique, parce qu'on vous garantit que comme ça ira vraiment beaucoup mieux. C'est de dire on a quelque chose à vous proposer qui peut être un chemin de bonheur pour vous et pour tous les autres. Et donc, le caractère extraordinairement populaire du pape François, il a les limites de toute popularité, parce que c'est aussi un phénomène médiatique, parce que ce monde des médias aime porter au nu une figure et puis peut-être la détruire demain. Il ne faut pas se faire beaucoup d'illusions là-dessus. Il y a parfois aussi des grands malentendus, parce qu'on a l'impression que le pape François serait un catho sympa, parce qu'il serait d'accord avec la société moderne. Mais ça, c'est quand on ne l'écoute pas vraiment, parce que le pape François, il dit des choses que l'Église catholique dit, sans grande surprise. Il nous a fait une réponse un jour dans l'avion que j'ai trouvé très très drôle. Il y a un journaliste qui lui demandait, parce que dans les voyages du pape, j'ai la chance d'être dans le même avion, et dans les voyages du pape, au retour de chaque voyage, on est une 50aine de journalistes, et il vient nous parler, il vient répondre à nos questions. Et une journaliste qui lui disait « Mais Saint-Père, vous n'avez pas reprécisé justement la vision anthropologique de l'Église. C'était en rentrant d'une rencontre mondiale des familles qui avait lieu à Philadelphie il y a quelque temps aux États-Unis. Mais vous n'avez pas redit ce qu'est la vision de la famille, de l'homme, de la femme, et surtout ce que vous en pensez. » Là, le pape a éclaté de rire. « Moi ? Mais moi, je suis catholique. » Et donc, il y a parfois un petit malentendu dans cette popularité. Mais en même temps, cet intérêt, je le trouve très intéressant pour nous tous, parce qu'il y a besoin, comme le président de la République nous le disait aux journalistes, il y a besoin d'autre chose que la promesse qui, en plus, ne fonctionne pas, mais quand bien même elle fonctionnerait, d'un épanouissement individuel.
Et donc ces voix-là, elles portent aujourd'hui, elles portent dans les médias. Et de fait, on voit bien, dès que le pape a reçu 200 élus de la région Rhône-Alpes-Auvergne. Pardon, je ne suis pas encore très calée sur les nouveaux noms des régions. Vous, je ne sais pas, moi, j'y comprends rien. Mais enfin, autour de Auvergne, Rhône-Alpes et par là, quoi. Donc il y avait 200 élus qui sont allés à Rome mercredi et qui ont vu le pape François. Alors d'abord, moi, ça me fascine parce que le temps n'est tout de même pas si lointain où ce genre de choses aurait fait les gros titres de la presse en hurlant au scandale absolu. Donc je trouve ça très intéressant. Et par surcroît, les propos du pape, qui leur a pas dit écoutez, il faudrait retravailler un peu votre catéchisme parce que vous êtes un peu faiblard. Il a peut-être pensé, mais je ne sais pas. Mais il leur a dit, vous devriez approfondir les valeurs de votre République, qui est un groupe verbal qu'on entend souvent dans notre débat politique depuis quelques mois, en particulier nos valeurs républicaines. Le pape n'a pas dit autre chose. Il a dit, vous devriez approfondir vos valeurs républicaines. Liberté, égalité, fraternité, vous devriez vraiment travailler là-dessus. Parce qu'en travaillant là-dessus, vous découvrirez que leur racine profonde ne peut être que transcendante. Et donc c'est intéressant ce dialogue. Il me semble que précisément parce qu'à la fois les grandes idéologies du XXe siècle ont montré leurs conséquences calamiteuses, parce que on est dans une société très atomisée et en même temps très violente, très dure au plan économique, au plan de la sécurité, et donc avec ce besoin quand même de se retrouver ensemble et de se protéger mutuellement contre cette dureté du monde. Il y a de nouveau la possibilité d'un dialogue, la possibilité d'une proposition qui consiste pas pour les uns à dire nous avons la vérité, la solution et nous allons donc vous l'expliquer puis ensuite vous ferez comme on a dit, mais qui consiste à dire on a quelque chose les uns et les autres à s'apporter mutuellement pour pouvoir réfléchir ensemble. C'est très frappant pour nous dans les réactions des non-chrétiens qui nous regardent et qui réagissent beaucoup à nos émissions. Et qui souvent ne sont pas d'accord avec des propos qui sont tenus sur nos plateaux ou avec ce que disent nos invités, mais qui veulent discuter, justement, disant j'ai entendu ça, donnez-moi les coordonnées de cette personne parce que je voudrais poursuivre le débat. Ça, c'est le travail in, on va dire, à KTO. Puis il y a un travail off qu'on doit faire toutes les deux, chacune de notre côté. Mais évidemment, toutes les deux, on connaît pas mal de journalistes des autres chaînes. Alors le problème des journalistes des autres chaînes, c'est qu'ils sont très peu formés sur les religions. Mais c'est un drame, en fait, en réalité. Moi, j'ai plein de copains à BFM TV qui ne comprennent rien à rien. Je me souviendrai toujours du jour où KTO m'a envoyé à Lourdes pour la dernière visite, c'était Benoît XVI qui était à Lourdes. Et vous savez, je ne sais pas si vous savez comment ça se passe, un direct. On a un petit point à un endroit très très précis géographique parce que ça va pointer vers le satellite et puis on a des horaires, etc. Et j'étais à côté d'une fille de BFM TV qui était arrivée 3 jours avant KTO sur place. Il n'y avait personne, il ne se passait rien encore. Et elle devait faire un point toutes les heures sur ce qui se passait à Lourdes. Cette fille n'avait aucune culture chrétienne, était dans une panique totale et elle avait essayé de dire plein de choses et tout ça. Et je me souviendrai toujours, avec mon assistante de l'époque, qui était assez bonne en théologie, heureusement, on a écrit tous les papiers de cette nana de BFM pendant tout le temps où on était en séjour avec elle, parce que son point était juste à côté du mien. Et là, il se passe quoi? Alors là, c'est une messe pour les malades, c'est le sacrement des malades. Ça veut dire quoi, sacrement? Tu veux que je t'explique une clé USB? Ça, je sais. Non, mais moi, ça m'a affolée sur la non-préparation. Et je sais que Philippine est régulièrement appelée pour des petites mises au point. Et on essaye de faire ce travail-là, mais il y a aussi un déficit dans les médias français. Je me permets de pointer 2 secondes dessus, Philippine, parce que KTO a aussi un travail à ce niveau-là à faire. Oui, mais qui ne concerne pas que la religion catholique. Ouais. Ce que je trouve intéressant, là aussi, pour regarder du côté de la lumière, c'est que tu disais qu'on avait le même âge, j'aimerais beaucoup que ce soit vrai. Mais... J'ai dit qu'au quadra, j'ai été élégante. Voilà, c'est ça nous laisse un petit battement. Il y a une vingtaine d'années, il n'était pas imaginable que des journalistes de la presse généraliste, donc sérieux, posent une question de quelque nature que ce soit à des journalistes de la presse chrétienne, donc engagés, donc pas sérieuses. C'est-à-dire que globalement, on n'était pas des vrais journalistes, puisqu'on avait un présupposé d'appartenance
donc de subjectivité, et donc communautariste. On n'appartenait pas au même métier. Alors, d'abord, moi qui enseigne en école de journalisme, j'aurais des choses à dire sur l'objectivité, parce que je fais souvent un petit test à mes étudiants dans la première semaine qui consiste à leur montrer le petit film de 6 secondes que réalisent les constructeurs automobiles pour tester les voitures. Vous savez, c'est un film où il y a un mannequin dedans et on projette la voiture contre un mur pour voir quels sont les points d'impact et comment la voiture réagit. Et je leur dis, ben voilà, vous venez de voir ce film, maintenant vous allez chacun m'écrire un petit article de 100 mots. Et quand il y a 15 étudiants en master, il y a 15 articles différents, parce qu'il y en a un qui va parler de la voiture, l'autre du film, l'autre de la réaction du mannequin, l'autre du constructeur. Je leur dis, est-ce que vous êtes tous malhonnêtes ou est-ce qu'il faut qu'on travaille sur la question de l'objectivité? Parce qu'en fait, aucun d'entre vous n'a menti. Mais en ayant vu en 6 secondes seulement la même chose, vous me racontez des histoires différentes. Donc, vous imaginez si c'était 2 heures? Donc, pour en revenir à notre sujet, moi je suis très frappée aujourd'hui qu'il n'y a plus ces présupposés chez nos confrères. Lorsqu'il y a des événements ecclésiaux, mais y compris jusqu'aux obsèques du Père Hamel, forcément les journalistes ils sont pas formés, mais ils viennent nous demander. Et ils viennent nous demander de façon confraternelle en disant, techniquement, comme moi j'irais interroger un confrère spécialiste de sport si je devais intervenir pendant les Jeux Olympiques, ce qui grâce à Dieu n'est venu à l'idée de personne. Mais j'irai forcément voir un collègue qui connaît un peu le métier pour lui demander ce qu'il faut dire, qui sont les gens et comment ça se passe et pourquoi ils sont habillés comme ça. Et c'est en gros les questions qu'on nous pose. Mais c'est extraordinaire de voir l'intérêt. C'est-à-dire qu'on n'a plus le présupposé de vous faites partie du truc, donc on ne peut pas croire ce que vous dites parce que vous faites de la propagande. En fait, non, on est des journalistes, donc notre métier, c'est d'essayer de donner à voir et à comprendre ce dont nous sommes les témoins privilégiés. Alors, il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, j'aurais quand même qu'on l'aborde, parce qu'on ne vit pas dans le monde des bisounours. Ce peuple chrétien, il s'est quand même fissuré. Moi, j'ai tendance à penser notamment au moment des manifs en 2013, de la manif pour tous. Et quand on discutait tout à l'heure avec Philippine, elle me disait, tu sais, c'est plus sur les migrants que le peuple est en train de se fissurer que sur la manif pour tous. Tu peux nous l'expliquer, ça? Alors, c'est compliqué parce qu'on a toujours cette grande idée que le monde protestant est par nature très divers puisqu'il y a diverses églises et que les catholiques, c'est assez simple parce que c'est une pyramide et il y a un pape en haut, donc tout le monde est pareil. C'est évidemment complètement une illusion d'optique, ça n'a jamais été vrai et ça ne le sera probablement jamais. Ceci dit, il y a une étude très intéressante qui n'est pas encore publiée mais qui le sera bientôt, qui a été réalisée par nos confrères du groupe Bayard, sur la sociologie justement des lignes de fracture catholiques aujourd'hui et qui montre que bien sûr il y a des divergences, bien sûr dans les communautés catholiques la question des unions homosexuelles mais aussi beaucoup d'autres questions touchant à la famille et à la vie sont depuis longtemps des lignes de clivage. On pourrait même remonter avant avec cette fameuse tension historique entre l'action dans la société ou la prière, comme s'il fallait choisir entre les deux. Mais ça a longtemps été une difficulté d'équilibrer les plateaux de la balance. Ce que j'observe avec beaucoup d'intérêt, c'est que chez les jeunes catholiques, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Si on prie, on agit. Pour agir, on doit prier, donc ça se pose pas comme ça. Et que, bien sûr, on peut avoir des différences, des divergences, même profondes, sur des questions comme les unions homosexuelles, comme l'adoption des enfants, la famille, beaucoup de questions de nos sociétés. Mais en fait, quand on regarde d'un point de vue précisément sociologique, les différences entre catholiques, vous savez, ces études sociologiques qui font des nuages de points. Donc on prend toutes sortes de critères et puis on voit dans quel groupe les gens se retrouvent, où est-ce qu'il y a des gros noyaux, puis où est-ce que c'est très éclaté. En fait, les différences entre les catholiques, elles sont infinitésimales par rapport à leurs différences à tous avec le reste de la société. C'est-à-dire que l'ADN commun, le fait de croire qu'il y a un sauveur qui est venu pour nous, c'est déjà un point de rapprochement, c'est le point de rapprochement. Et donc après, on peut avoir des désaccords temporels sur tout un tas de choses, mais c'est pas forcément quelque chose de grave. Alors ça reste compliqué, évidemment, dans la vie des communautés catholiques, dans la vie des paroisses, je le sous-estime pas.
Et c'est vrai qu'on voit apparaître aujourd'hui, de façon supérieure à ça, une ligne de fracture qui, pour le coup, transcende le côté catholique, c'est-à-dire qui est vrai dans toute la société, un point de clivage qui n'est plus entre anciens et modernes, conservateurs et progressistes ou que sais-je, qui est sur la question des migrants. Et c'est très complexe parce que le pape François l'a dit dès le début de son pontificat. Nous sommes aujourd'hui en train de vivre une crise migratoire à l'échelle de la planète comme rarement l'humanité en a connu, qui concerne tous les continents, même si nous, ici, en France, on est plus touchés, plus sensibles à la crise migratoire qui vient du continent africain ou du Proche et Moyen-Orient. Mais vous avez des phénomènes migratoires massifs sur le continent américain et vous en avez d'autres en Asie. Et le pape François, on le rappelle, hein, son premier voyage, sa première sortie de Rome, c'est à Lampedusa pour prier pour les morts de la Méditerranée et pour demander la question de Caïn et Abel. Hein. Qu'as-tu fait de ton frère ? C'était ça, c'était la mondialisation de l'indifférence que dénonçait le pape. Cette ligne de fracture sur les migrants, elle est très compliquée aujourd'hui parce que nous n'avons pas d'autre choix que d'accueillir. Nous n'avons pas d'autre choix. Et en même temps, on voit bien toute la complexité de ce sujet. Je ne prétends pas du tout avoir de réponse, je vous rassure. Mais on voit bien toute la complexité de ce sujet. Mais comme pays riche de destinations, nous sommes, que nous le voulions ou non, confrontés à cette question de l'accueil. Et évidemment, comme chrétiens, nous sommes provoqués dans notre confort par cette question de l'accueil. Jusqu'où sommes-nous disposés, nous chrétiens, à être chrétiens ? Et c'est très difficile comme question parce qu'il y a à la fois les réponses individuelles et puis les réponses collectives. C'est un point absolument essentiel. En tout cas, le pape François dit souvent le regard que, même si lui, ça lui est égal, hein, le regard de l'histoire, c'est pas là-dessus qu'il se base, vous le savez bien, mais il nous dit souvent la manière dont l'histoire regardera notre époque, c'est la réponse à cette crise. Qu'avons-nous fait de ces centaines de milliers de personnes qui changent de continent, poussées par la faim, poussées par les guerres, poussées par peut-être l'espoir illusoire d'une vie meilleure? Et paradoxalement, on sent monter dans la société française, je ne sais pas si c'est vrai pour toute l'Europe, mais en tout cas dans la société française, il y a un thème qui monte dans les entreprises, c'est celui de la bienveillance, c'est celui de la gentillesse. Donc une fois plus, on dépasse évidemment le cadre des migrants, mais une zone d'espérance en tout cas. Mais c'est le même thème, parce qu'en fait, comment se situer par rapport à la violence du monde économique, par rapport à la violence de la société, au risque d'attentats, au risque de guerre, etc. Comment se situer aussi face à cette peur que suscite l'arrivée des migrants, les changements de nos sociétés? Si on essaye de le faire tout seul, on est submergé par l'angoisse. Il n'y a pas de possibilité de concevoir, même dans un seul cerveau, l'ensemble des tenants et aboutissants de toutes ces questions. Donc on ne peut pas le faire tout seul. Et c'est là où il se passe aussi quelque chose d'intéressant, c'est comme personne n'a la solution, eh bien, il y a de plus en plus ce désir d'entendre ce qui est dans la réflexion de l'autre et qui peut nourrir la mienne. Moi, je suis très frappée de voir que sur KTO, il n'y a pas d'homme politique qui refuse de venir. On pourrait l'imaginer, il pourrait dire écoutez-nous, la télé catho, moi vraiment je suis aux antipodes de votre vision du monde, j'ai pas du tout envie de venir vous parler. Ça n'arrive jamais. Alors, il y a à la source et face aux chrétiens hein, pour recevoir les politiques. Mais ça n'arrive jamais, et quand ils ressortent du plateau, y compris ceux de nos hommes politiques, mais aussi des philosophes, des personnalités médiatiques avec lesquelles on a a priori le moins d'atomes crochus. D'abord, ils sont surpris qu'on les invite, souvent. Oui. Mais ensuite, quand ils sortent du plateau, ils disent « c'est tellement rare d'avoir le temps de parler ». Et il y en a même que ça met en difficulté. Mais non, mais là, je fais du mauvais esprit, c'est pas bien. Mais je crois que cette bienveillance qui est le moteur de l'écologie humaine dont parlait Tugdual, c'est-à-dire cette manière de revivifier le lien entre les uns et les autres, y compris dans la réflexion, donc y compris dans le système médiatique, on en sent le besoin. Alors on ne le formule pas forcément, mais on en sent le besoin. Et du coup, quand elle est présente, eh ben, on est appelé
à écouter et à se sentir du coup à nouveau responsable. Encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que les réactions aux grands débats, aux grandes déclarations, c'est plus tellement moi j'adhère à 100% à tel candidat, à telle proposition, à tel philosophe ou à tel système. C'est comment est-ce que ça va changer ma manière d'agir avec mes voisins, mes enfants, l'école de mes enfants ou mon quartier, ma ville, etc. Je voudrais qu'on l'applaudisse bien fort. Philippine de Saint-Pierre, merci beaucoup.